Salut Internet, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, sur le plateau d'une émission nommée « Quelle époque ?», l'invitée Clémentine Célarié a déclaré qu'elle était noire, qu'elle se sentait noire. Une proclamation qui a provoqué l'incompréhension et la stupeur chez beaucoup de téléspectateurs et d'internautes en ligne. Depuis plusieurs semaines maintenant, je vous préparais un document sur les derniers mouvements trans, à savoir les trans-age, les trans-raciaux, les trans-ables, les trans-espèces, etc. Et quand j'ai vu la polémique avec Clémentine Célarié, je me suis dit que c'était le moment de vous faire cette vidéo essai et de commencer par le transracialisme. Je vous laisse écouter ce qu'a dit Clémentine et on se retrouve juste après. Je vous avoue que moi j'ai un côté très con, c'est que moi je suis noire. Ah oui, c'est ça. C'est ça, parce que j'ai lu ça. Donc je suis attirée par la peau noire. C'est comme ça. C'est-à-dire que vous pensez que vous êtes noire. Comment? Vous pensez que vous êtes noire. Je ne pense pas, je le suis. C'est-à-dire que je suis née en Afrique, je suis africaine, ça ne se voit pas. Donc forcément c'est embêtant. Alors, Clémentine Célarié, de son vrai nom Myriam Célarié, est une actrice, réalisatrice française, née le 12 octobre 1957 à Dakar, au Sénégal. C'est la fille de Martine Célarié, une écrivaine, et de André Célarié, journaliste, qui ont vécu pendant plusieurs années dans des pays africains, principalement au Sénégal. Alors, quel est le problème avec la déclaration de Clémentine? Une personne peut-elle changer d'origine et ou se sentir d'une origine différente de celle de laquelle elle est née? Je voudrais commencer par dire que les mots blanc et noir ne sont pas des mots discriminants ni péjoratifs. Cela permet de déterminer et de présenter les origines d'une personne sans spécifier son pays, bien sûr, mais il n'y a aucune animosité attachée à cela ici. À chaque fois qu'on fait un document et que ces mots sont utilisés, beaucoup se sentent frustrés ou gênés ou pointés du doigt et deviennent fébriles dans les commentaires. Donc, je vous invite à vous poser la question du pourquoi vous vous sentez ainsi. En ce qui me concerne, et en l'occurrence, je l'utilise pour présenter le contexte social de cette discussion et les origines des personnes concernées. Donc, je vous invite à vous détendre par rapport à ces mots-là. Alors, le problème n'est pas que Clémentine Célarié se sente noire. Qui sommes-nous pour dire aux gens comment ils doivent se sentir? Par contre, c'est une déclaration qui mérite qu'on s'y attarde vu que la personne qui l'a faite n'est manifestement pas noire. Nous allons donc creuser un peu la question. C'est quoi le transracialisme? Au début de l'utilisation et du sens de ce mot, le transracialisme ou le transculturalisme consiste à placer un enfant d'un groupe ethnique chez des parents adoptifs d'un autre groupe ethnique. Cela existait donc principalement pour les adoptions entre personnes d'origine différentes. Mais le concept de transracialisme s'est développé depuis quelques années et dans le même esprit que ce qu'a dit Clémentine, avec plusieurs échelles au-dessus bien sûr, nous avons des personnes comme Martina Big et son mari Erwin en Allemagne, nous avons Rachel Dolezal, une américaine, Holly London, le franco-anglais, Raquel Evita Saraswati, qui est une américaine aussi, entre autres, qui se disent transraciaux et défendent le droit à changer d'origine. Il y a plusieurs autres personnes dans ce cas-là, bien sûr, mais j'aimerais que nous nous concentrions sur ces personnes-ci. Martina Big était une jeune mannequin allemande célèbre à cause de ses implants mammaires inhabituels. Elle est devenue rapidement connue pour son look bimbo super agressif et elle était invitée sur plusieurs émissions et programmes télévisés. Dans les années 90, après avoir fait son opération chirurgicale, avoir cette taille de bonnet de poitrine n'était pas courant et son look était sa principale source de revenus parce qu'elle était l'objet de curiosité. Cela lui permettait d'obtenir des contrats de publicité, des contrats avec des magazines et elle gagnait beaucoup d'argent avec son look. Son compagnon Erwin, qui est son photographe, son manager et son partenaire de business, la soutenait et fait partie intégrante du projet général de la vie de Martina. Avec le temps, son look est devenu de moins en moins intéressant parce qu'il y a pas mal de monde qui pouvait se le permettre et surtout il y a plusieurs autres femmes ressemblant à Martina, en plus jeunes, qui sont arrivées dans le paysage médiatique de la bimbofication. Elle est rentrée dans l'oubli et logiquement, elle faisait moins d'entrées financières et c'est à ce moment-là qu'intervient la mélatonine 2.
La mélatonine, c'est une drogue qui était en cours de développement en tant que médicament pour les dysfonctions sexuelles féminines et la dysfonction érectile chez les hommes. Il a été remarqué pendant les tests cliniques que cette drogue rendait les personnes foncées de peau comme effet secondaire. Le développement clinique de ce médicament a cessé en 2003 et dès 2018, tous les produits contenant du mélatonine 2 ont arrêté d'être commercialisés. Un marché parallèle sur les effets secondaires de ce produit-là s'est tout de suite développé, notamment en Europe, pour les jeunes personnes obnubilées par le faux bronzage, et ils pouvaient obtenir la couleur de peau désirée rapidement. Le produit est également adopté par les culturistes et dans ce deuxième cas, c'est pour mieux rendre visibles les muscles du corps lors des compétitions de culturistes. Martina Big et son mari avaient donc trouvé un nouveau moyen de revenir au devant de la scène avec cette drogue, parce qu'elle a besoin d'exister médiatiquement, qu'on parle d'elle pour gagner sa vie. Donc elle a pris la décision de devenir noire. Cette décision-là est arrivée de nulle part. Il n'y a aucune raison culturelle, spirituelle, logique associée à son choix. Elle n'a pas fait de rencontre qui aurait changé sa vie. Et pour contrer ceux qui l'accusaient de s'approprier l'origine d'autrui pour la publicité, elle est partie se faire baptiser au Kenya en 2017 et elle a pris le nom de Martina Kubwa. Depuis, Martina fait des émissions pour parler de son parcours de transracial et de comment elle apprend tous les jours à être le plus noir possible, culturellement et coloriquement parlant bien sûr. Ensuite, nous avons le cas de Rachel Dolezal. Rachel Dolezal est une blanche américaine qui est née dans le Montana rural en 1977. Elle a été élevée par ses parents chrétiens fondamentalistes, Lawrence et Ruth Ann. Rachel s'est installée ensuite dans une grande ville à dominance blanche qui est Washington. Elle commence lentement à convaincre les gens autour d'elle qu'elle est une femme noire. Elle devient une sorte de figure locale des droits civiques, menant des appels lors des rassemblements de lutte contre le racisme. Et elle s'est progressivement frayé un chemin jusqu'à l'université Howard. L'université Howard est une université qui a été créée dans le contexte américain pour donner une éducation qui se voulait excellente aux étudiants uniquement noirs, principalement noirs. Parce que dans le temps, ces étudiants noirs-là étaient refusés dans les autres universités du pays et ils sont acceptés quand cela arrive parce qu'ils sont soit des génies ou alors parce qu'on a besoin de leur prouesse sportive. Et là, on fait une exception. Donc, ces étudiants noirs-là vivaient un certain racisme pendant leurs études universitaires, ce qui était assez traumatisant. Et pour contrer cette situation, les élites noires ont donc ouvert et créé l'université Howard pour leur communauté. Donc, Rachel Dolezal, à coup de bronzage et autres, se faisait déjà passer pour une femme noire, est entrée dans cette université-là où elle a soumis une thèse de peinture basée sur le moi intérieur, le vécu et l'esprit de l'homme noir, en sachant qu'elle n'a jamais eu une expérience sociale d'être humain noir. Donc c'est assez, on va dire, couillu de sa part. Elle est ensuite devenue enseignante et son travail d'éducatrice consistait à enseigner aux étudiants noirs ce que c'est que de vivre en tant que femme noire aux États-Unis et les traumas associés à ce statut-là, basés sur son expérience à elle. Et pour arriver à écrire son projet qu'elle proposait aux étudiants, elle falsifiait toute une flopée de documents où elle s'appropriait les expériences des femmes noires américaines qu'elle a entendues ou avec qui elle a échangé en ligne ou qu'elle a rencontrées lors des rassemblements ou des marches de protestation ou dans des mouvements de défense des droits civiques pour toutes les personnes de couleur aux États-Unis. Rachel Dolezal a vécu en tant que femme noire enseignante et elle enseignait donc les études africaines à l'Eastern Washington University et elle était présidente à Washington de la NAACP, qui est une organisation américaine de défense des droits civiques pour les Noirs. Dans la même période, des rumeurs ont commencé à circuler sur Rachel. Elle appelait fréquemment la police, leur disant que des suprémacistes blancs la ciblent pour son activisme. Et les policiers sont devenus méfiants et ont constaté que certaines de ces accusations semblaient fabriquées.
En tout cas, Rachel faisait tout ce qu'elle pouvait pour être au devant de la scène, pour être dans les marches. Elle voulait absolument qu'on la voie et qu'on voie son action de lutte contre le racisme. En juin 2015, un journaliste nommé Humphrey confronte Dolezal pendant une interview télévisée en direct. Et là, il lui demande si elle était afro-américaine. Là, Rachel, prise de coup, a répondu « Je ne comprends pas votre question ». Il faut savoir qu'en 2015, des rumeurs ont commencé à circuler sur Rachel. Le lendemain de cet événement-là, les parents de Rachel ont déclaré à un journal local que Rachel était leur fille biologique, qu'elle était blanche, en présentant son certificat de naissance et des photos d'elle enfant aux journalistes. Les parents ont ensuite participé à des talk-shows matinaux en 2015 et en 2016, déclarant que leur fille était une menteuse pathologique depuis l'adolescence. Lorsque l'affaire a éclaté, Rachel à son tour a donné une interview dans laquelle elle disait, je cite, « J'avais ces scénarios imaginaires dans mon esprit où j'étais vraiment une princesse en Égypte et mes parents m'ont kidnappée et adoptée. » Évidemment, avec toute la vérité qui est sortie, Rachel a été obligée de démissionner de son poste à la NACCP. Elle a été destituée de son poste de présidente du conseil municipal et elle a perdu son travail d'enseignante. Depuis, Rachel a échangé son nom pour devenir Nkechi Amare Diallo. Elle a depuis fait l'objet d'un documentaire Netflix et elle a publié un mémoire dans lequel elle compare ce qui lui est arrivé à de l'esclavage. Rien que ça. Bon. Une autre personne se réclamant transraciale est Trésor Richard. Trésor Richard est une adolescente afro-américaine qui a discuté de son auto-identification en tant que femme blanche sur l'émission controversée de Dr. Phil. Et elle tenait des propos racistes et dégradants sur les personnes noires, à savoir que les Afro-Américains sont tous très laids, que ça lui faisait de bien de rabaisser les Afro-Américains parce que elle voudrait leur rappeler leur place. Elle disait que les Noirs américains étaient des singes, juste bons à être membres de gangs et des porcs. Enfin, toute une flopée de choses pas très très jolies. Elle s'en est donnée à cœur joie sur cette émission-là pour prouver qu'elle était blanche, qu'elle n'était pas noire. Alors que la personne qui parle, c'est une personne noire. Il n'y a pas plus noir que ça. Néanmoins, avec le cas de Trésor, sa petite sœur Nina Richard a donné une interview en disant que tout cela était un coup monté par le Dr. Phil pour faire de l'audience et que sa sœur, qui se dit blanche et suprémaciste, voulait devenir virale et faire de l'argent avec de la mauvaise publicité. J'avoue que je ne sais pas trop quoi penser de son cas à elle. Une autre personne qui se réclame transraciale, c'est Oli London. Oli London qui a fait de nombreuses interviews et tweets en défendant cette communauté qu'il est soi-disant en train de construire dans le temps. Alors, Oli London, de son vrai nom, Olivier James Squire, est un jeune homme anglais, influenceur, personnage de télé-réalité qui voulait devenir coréen pour se rapprocher de son idole Jimin. Son obsession a commencé avec l'explosion de la musique K-pop et l'accession à la célébrité du groupe coréen BTS. Dans ce groupe-là, il y a un membre nommé Jimin pour qui Oli London a développé une obsession maladive. Oli se promenait, dormait avec des images de Jimin. Il parlait de Jimin dans ses chansons, dans ses téléréalités. Il parlait de Jimin dans ses posts sur Internet. C'est comme un fan complètement fou qui, en plus d'idolâtrer l'artiste, veut être comme l'artiste. Il est donc passé sous le billard pendant plusieurs années pour atteindre son idéal qui était de se rapprocher physiquement le plus possible de son idole et de vivre comme un authentique Coréen. Il a alors déclaré sur Internet qu'il s'identifie comme Coréen et qu'il était transracial. Dans l'émission de Dr. Phil en 2020, Oli a déclaré qu'il aurait subi plus de 15 opérations chirurgicales majeures en 6 ans et qu'il a dépensé plus de 150 000 $ dans le processus pour devenir coréen. Oli London a ensuite déclaré en 2021 qu'il est devenu non-binaire, annonçant qu'il utilisait désormais les pronoms « il » et « elle », ainsi que des néopronoms inspirés de la Corée et de Jimin, bien sûr. À la mi-2022, il a fait son coming out en tant que femme trans gender fluide coréenne
et a annoncé son intention de subir d'autres interventions chirurgicales pour ressembler à Rosé. Alors Rosé est membre du groupe féminin de K-pop Blackpink. Après ces opérations-là, Oli a vécu en tant que femme coréenne pendant 6 mois et a décidé que cela ne lui convenait pas, ni d'être une femme coréenne, ni d'être un homme coréen. Il a déclaré aux médias E-News que, bien qu'il ait été temporairement satisfait de ce qu'il était dans le passé, il s'est rendu compte qu'il ne voulait plus changer. Il ne se sent plus coréen, ni en tant qu'homme, ni en tant que femme, et il est donc redevenu un homme anglais en fin 2022 et aurait accepté Jésus dans sa vie. Pardon. Quand on observe le cas de Oli London, alors il s'est d'abord identifié comme un homme transracial coréen, ensuite il est devenu une femme transraciale coréenne et finalement il a détransitionné pour redevenir ce qu'il était à l'origine, c'est-à-dire un homme britannique blanc. La dernière personne dont je voudrais qu'on parle qui se dit transraciale, c'est Rachel Evita Saraswati. Alors, Rachel Evita Saraswati est une militante progressiste musulmane qui prétendait être une personne arabe depuis près de 20 ans. Elle disait à tout le monde qu'elle était arabe, elle vivait comme une musulmane arabe, elle le rappelait à qui voulait l'entendre qu'elle était arabe. Donc Rachel Saraswati, de son vrai nom Rachel Elizabeth Seidel, est en réalité une femme de 39 ans d'origine allemande. Elle prétendait être d'origine latine, sud-asiatique et arabe depuis 2004. Et ces ethnies-là, elle faisait tout possible pour les mettre dans ses CV partout où elle pouvait le rappeler aux gens, pour que ça soit bien clair pour tout le monde qu'elle est latine, arabe et sud-asiatique. Donc en février 2023, sa mère, qui se nomme Carole Perron, a nié les affirmations de Rachel sur son héritage en affirmant que la famille était blanche comme la neige battue. Sa mère est super drôle, au moins elle le prend bien. Donc c'est sa mère qui est entrée dans les médias pour confronter sa fille. C'est comme ça que tout le monde s'est un peu intéressé au cas de Rachel Seidel. En fait, Rachel Saraswati est responsable de l'équité, de l'inclusion et de la culture de la FSC, qui est un comité basé à Philadelphie qui lutte contre la violence, l'inégalité et l'oppression contre les personnes de couleur. Les mensonges sur son héritage ont été rendus publics par un média américain nommé The Intercept, qui ne comprend pas l'envie de se faire passer pour une personne de couleur dans un contexte américain où le racisme tue littéralement. Ils ont donc effectué une enquête sur elle et ils ont donné l'opportunité à sa mère de raconter la vraie histoire de Rachel. Et comme dans le cas de la première Rachel Dolezal, on peut voir ici que Rachel Seidel est devenue responsable d'une unité de lutte contre les discriminations pour une communauté à laquelle elle n'appartient pas en montant sur ses origines pour occuper ce poste-là. Le problème avec le transracialisme, c'est que cela ne peut réellement fonctionner que d'un seul côté. Toutes les personnes qui s'identifient d'une autre race l'affichent en s'appuyant sur des stéréotypes qui sont source de préjugés pour les personnes de l'origine prêtée. Rachel Dolezal, par exemple, quand elle a décidé qu'elle était noire, elle a perpétué des clichés qui, selon elle, la rapprocheraient des femmes noires. Elle a noirci sa peau, elle a fait des tresses afro, elle s'est aussi mariée avec un homme afro-américain, etc. Alors qu'une personne non noire peut recevoir des glorifications parce qu'elle se présente avec des caractéristiques de personnes noires, des personnes noires peuvent être harcelées et discriminées tout le temps pour ces mêmes attributs-là. Par exemple, aux États-Unis, parce qu'on est dans ce contexte-là, ils ont dû voter une loi qui s'appelle le Crown Act pour permettre aux personnes afro-américaines de porter leurs cheveux. Ces personnes étaient discriminées au travail, pendant la recherche d'emploi, dans la rue, dans la société américaine en général, à cause des tresses qu'elles pouvaient porter. Et donc, lorsque certains attributs sont prêtés, c'est salué, mais lorsque ce sont les personnes à laquelle ça appartient normalement qui le portent, c'est décrié. Par exemple, on a aussi les lèvres pulpeuses. Je sais que beaucoup crient à la victimisation lorsqu'on dénonce ces faits
et le racisme, mais il faut comprendre que les personnes concernées n'aimeraient rien de plus que d'arrêter d'en parler. Ici, nous avons par exemple une vidéo de Williams, à qui une joueuse blanche qu'elle a affrontée disait de détacher ses tresses parce que cela n'était pas professionnel et que ses tresses la distrayaient. Imaginez si Williams disait à cette fille de se raser la tête parce que ses cheveux raides la distrayaient. Donc, il y a une double mesure là. Mais Rachel Dolezal peut se faire des tresses en prétendant être noire parce que dans la communauté afro-américaine, elle peut passer pour light skin, elle peut donc profiter du colorisme ambiant pour être au top. Elle est quand même devenue présidente de la plus grande association de lutte pour les droits civiques des personnes noires aux États-Unis. Donc, elle est montée très haut. Dans sa communauté de naissance, Rachel, elle est plus ou moins invisible. Beaucoup vont se demander pourquoi on n'a pas vérifié ses origines. La réponse est que aux États-Unis, à cause du métissage et de leur histoire, les personnes noires peuvent être très claires de peau et avoir des yeux colorés, des yeux clairs. Et c'est pareil aussi dans certains pays africains, il y a des personnes extrêmement claires de peau qui ne sont pas métisses. Par exemple, chez les Igbo au Nigeria. Et donc, on peut être extrêmement clair de peau et être noir. Quand on ramène ça dans le contexte des États-Unis, c'est encore plus poussé parce que là, il y a un gros métissage qui s'est fait et qui est en cours d'ailleurs. Donc, avec la bonne teinte de bronzage, une personne blanche qui revêt le costume entre guillemets du noir peut facilement passer pour une noire et c'est ce que Rachel Dolezal a fait. Elle a rejeté la blancheur de sa propre famille. Elle a compris l'origine afro-américaine comme celui du martyr éternel et c'est pourquoi elle s'est appropriée cette origine-là. L'autre point important, c'est que ces personnes peuvent redevenir ce qu'elles étaient au moment où elles le désirent, alors qu'une personne asiatique ou noire ne cessera jamais d'être perçue comme telle, avec les préjugés qui vont avec d'ailleurs. Si on prend l'exemple de Trésor Richard, qui se dit être blanche alors qu'elle est noire, son expérience sociale dans la société américaine ne deviendra pas blanche parce qu'elle le dit. Elle sera quand même traitée comme une personne noire, alors que quand Rachel a transitionné entre guillemets pour devenir une personne noire, son expérience a complètement changé. Elle a vécu dans son déguisement en tant que personne light skin dans une société coloriste. Et c'est là où se trouve le problème. Même si des personnes de couleur décident de transitionner vers une autre race, leur expérience sociale restera attachée à leur origine. Parce que justement, nous vivons dans une société racialement discriminante. Si on ne vivait pas dans une société raciste, cela serait discutable, mais il se fait que ce n'est pas le cas. Clémentine Célarié ne sera jamais traitée comme on traiterait une personne noire au restaurant Manco, par exemple, les leaders du fichage au faciès. Aucun vigile ne suivra Clémentine dans les allées des supermarchés à cause de sa couleur de peau. Les médecins ne feront pas des remarques sur le nombre d'enfants que Clémentine aurait à l'hôpital. On n'ignorera pas sa douleur quand elle dira qu'elle a mal. On ne minimisera pas sa douleur soi-disant parce que les femmes noires seraient immunisées contre. On ne l'infantilisera pas en minimisant ses symptômes et en niant son expérience. À l'école, on n'essaiera pas d'orienter Clémentine dans son adolescence vers des métiers d'ouvrier en décourageant ses ambitions. Vous vous souvenez de Naomi Musenga, cette jeune femme de 22 ans qui est morte parce que l'opératrice de secours a refusé de lui envoyer l'aide dont elle avait besoin. Eh bien, Clémentine ne pourra jamais subir ça. Allô? Aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Bon, si vous me dites pas ce qui se passe, je raccroche, hein? Madame, j'ai très mal. Oui, bah vous appelez un médecin, hein? D'accord. Voilà, vous appelez SOS médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde. Parce que, qu'on le veuille ou non, le décès de Naomi est lié au racisme. L'opératrice a jugé que Naomi exagérait ses symptômes. Forcément, ceux dont elle dit qu'elle souffrait n'étaient pas aussi graves qu'elle veut bien le faire penser. Et quand on écoute l'audio de cet échange, on est glacé par la froideur et la méchanceté de cette dame-là. Elle a refusé d'envoyer de l'aide comme son travail le lui demande parce que la femme qui a appelé, elle avait un accent. Elle a décidé donc que sa vie n'était pas aussi importante et que donc ses symptômes n'étaient pas aussi importants. Cela revient simplement à tout cela, à l'expérience sociale liée à nos origines dans la société actuelle.
Clémentine n'est pas devenue noire juste en disant qu'elle se sentait ainsi, mais faire cette déclaration est une manière de nier les expériences violentes liées à la couleur de peau, même si ce n'était pas son intention. Parce qu'aujourd'hui, la race est une construction sociale. Et parce que c'est vécu comme une construction sociale, faire ce genre de déclaration, ça peut faire plus de mal que de bien. Lorsque la polémique a démarré, elle s'est exprimée en disant que sa déclaration visait à lutter contre le racisme. Mais comment peut-on mettre fin au racisme en se déclarant étant membre de la communauté qui l'a subi? Ne serait-ce pas symptomatique du syndrome du sauveur blanc, par exemple? Ça voudrait dire que quelque part, la communauté discriminée n'est pas suffisamment qualifiée pour empêcher les agressions qu'elle subit. Il faut qu'une personne de la partie discriminante se réclame de leur origine pour les humaniser. Aussi, il faut savoir qu'on peut apprécier une communauté sans vouloir à tout prix se dire membre de cette communauté-là. C'est OK d'être ce qu'on est. Le racisme ne reculera pas parce que certaines personnes blanches se déclareront noires, en sachant que même si Clémentine est née à Dakar, c'était quand même pendant la colonisation et on sait tous les dégâts que cette période a fait dans les ex-colonies. Personne ne nie que Clémentine ait pu avoir des expériences de personnes noires. Je ne sais pas ce que ça veut dire littéralement, mais je peux imaginer que culturellement, elle a peut-être dû faire des expériences parce que pour se défendre, elle a également dit qu'elle a un enfant métis. Je crois que c'était le mauvais argument à utiliser, mais bon. La question se pose toujours de est-ce qu'on peut s'identifier noir en étant blanche? Est-ce qu'on peut s'identifier asiatique alors qu'on est blanc? Est-ce qu'on peut s'identifier natif américain alors qu'on est blanc, etc., etc. Pour en revenir à Rachel Dolezal, le problème avec Rachel Dolezal, par exemple, c'est qu'elle a utilisé l'identité noire américaine comme une monnaie. Dans son livre de 2010, The History of White People, l'historienne Nell Irwin Painter note que les critères de race, entre guillemets, changent constamment en fonction des goûts individuels et des besoins politiques et que la binarité fondamentale noir-blanc perdure même si la catégorie de blancheur, ou nous pourrions dire plus précisément une catégorie de non-noirceur, s'étend effectivement. C'est-à-dire que aujourd'hui, le mot noir s'étend, mais le mot blanc aussi s'étend. Il y a de plus en plus de personnes qui sont mélangées et donc la construction sociale même de l'identité noire et de l'identité blanche s'étend, mais ça perdure quand même parce que ça reste lié à des besoins politiques, à des expériences sociales, à des goûts individuels et même au classicisme. Donc, croire que l'on peut transférer son identité de cette manière-là est un privilège, peut-être même la plus haute manifestation du privilège blanc. La capacité d'accepter la marginalisation, d'assumer l'identité de la noirceur sans en subir les fardeaux et de toujours savoir que vous pourriez sur un coup de tête y échapper n'est pas une transition vers l'identité noire. Parce que vous pouvez vous débarrasser de ça à tout moment. Et c'est ça le privilège. Vous pouvez vous débarrasser d'une identité qui est liée à des expériences de racisme, à des violences, à des expériences de discrimination, au moment où vous décidez que vous ne voulez plus être cette personne-là. Et c'est ça le privilège d'être blanc dans notre société actuelle. Donc, utiliser ça pour faire avancer sa carrière ou ses aspirations sociales, ce n'est pas changer d'identité. Et c'est ce que Rachel Dolezal a fait. Nier les différences ethniques et culturelles en disant « je ne vois pas la race », c'est effacer les identités de ceux qui ne peuvent pas choisir. Ceux qui ne peuvent pas se lever et se dire « aujourd'hui je suis blanche ». Non, on ne peut pas se dire ça quand on est une personne de couleur. La société te le rappellera. Donc, nier la complexité de l'identité raciale, c'est plaider l'ignorance. Exigez que votre identité raciale soit considérée comme fluide parce que vous êtes incommodé par la blancheur et que vos ambitions sont contrecarrées par la noirceur des autres n'est qu'une nouvelle raison pour invisibiliser les personnes racisées. Dans le cas de Holly London, on a l'impression que Holly voulait voler la vie de Jimin, par exemple. Il n'était pas seulement un fan, il était également amoureux. Il était aussi jaloux de ne pas être Jimin. C'est un mélange d'érotomanie et d'autres choses que je ne saurais qualifier. Le transracialisme pourrait certainement exister
socialement si notre société proposait des expériences non racistes aux personnes de couleur. Et cela pourrait découler de la spiritualité, par exemple. Ce que j'entends par là, c'est que il y a des personnes qui croient aux vies antérieures et donc leur sentiment d'appartenir à une autre race, entre guillemets, pourrait être des réminiscences de leur vie passée. Je sais que c'est drôle, enfin ça peut paraître drôle, mais c'est possible. C'est possible que dans une vie antérieure, en tout cas si vous y croyez, vous ayez été asiatique, vous ayez été blanc, vous ayez été noir ou amérindien ou indien, je ne sais pas, et que vous avez des espèces de relents de mémoire de cette vie passée-là qui fait que vous vous sentez plus proche d'une communauté ou d'une culture que de celle dans laquelle vous êtes né. Sur un plan spirituel, cela pourrait exister, mais socialement, le transracialisme est discutable. Pour en revenir à Clémentine une dernière fois, je crois que sa déclaration montre surtout une certaine maladresse. Ça démontre aussi de son privilège. Aucune communauté n'a besoin de cette forme de charité. Ce n'est pas une faveur qui est faite. Dire que ouais, je suis noire parce que j'ai envie de lutter contre le racisme pour montrer aux gens que être noir, c'est pas quelque chose de mauvais, je sais pas quoi, c'est pas de ça qu'on a besoin. Je sais qu'il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi, mais je vous rappelle que ceci, c'est mon avis et nous avons le droit de ne pas être d'accord. Mais il faudra l'exprimer dans le respect, car je bloquerai tous les commentaires violents. Ce n'est pas un lieu pour se défouler, il y a la bosse et la natation pour ça. Pour en finir, je crois vraiment que c'est une maladresse de la part de Clémentine, que le transracialisme pourrait exister, mais dans notre contexte actuel, ce n'est pas vraiment possible. J'espère que je pourrai développer un peu le sujet sur les nouveaux mouvements trans parce qu'actuellement, il y a quand même quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Par exemple, le trans-age pour des personnes adultes, ils s'identifient comme des enfants. J'aimerais vous faire quelques vidéos sur ça si ça vous intéresse. Mais le transracialisme, définitivement, je l'ai fait parce que il y a eu cette polémique et je me suis dit, tiens, c'est le moment de lancer cette série-là sur les mouvements trans connexes à la transidentité. Maintenant, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés. Merci à vous d'avoir rejoint la chaîne. Je n'arrive pas à croire que la communauté grandit. Et pour tous les autres qui regardent les vidéos sans s'abonner, ne soyez pas timides. Faites un tour sur les autres vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Vous connaissez la chanson. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. J'ai hâte d'entendre vos avis. Voilà. Je vous fais de grosses bises et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!